Deuxième partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours avec Bakary Traoré, journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Alors, juste avant la pause, nous parlions donc de cette procédure judiciaire qui s'ouvre prochainement en Afrique du Sud contre l'ex-président Jacob Zuma. Jean-Marie Talley, vous étiez en train de réagir aux propos de Jean-Marie Talley. En fait, je réagissais aux propos de Jean-Marie Bitomo parce que la trajectoire de l'Afrique du Sud est une trajectoire qui part de l'apartheid, qui part des problèmes raciaux. Donc à partir de ce moment-là, il y a une exemplarité qu'il faut montrer, qu'il fallait démontrer, que la population noire qui arrive aux commandes doit démontrer, surtout les dirigeants noirs qui arrivent aux commandes. Il n'était plus question, parce que là, on a humilié complètement l'esprit de Mandela et la capacité que Mandela a montrée avec une certaine hauteur. Donc les Noirs, entre guillemets, sont capables de se prendre à main, de pouvoir diriger leur propre pays, leurs propres économies. Mandela l'a fait, il a essayé, malheureusement il n'a pas eu le temps de continuer jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont venus derrière Mandela, petit à petit, ont essayé de suivre les pas de Mandela, mais malheureusement on est tombé dans la déconstruction de tout un système et de toute une humiliation d'un peuple. Alors, ce que je disais en termes de contradiction, c'est que la plupart des pays qu'a cité Jean-Marie Bitomo, ce sont des pays qui sont restés, entre guillemets, des pays unis. Ce n'est pas des pays dans lesquels il y avait des tensions raciales. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les détournements, les pillages ont été faits dans ces pays. Ça a été plus ou moins géré avec, j'allais dire de manière abracadabrante, comme disaient souvent certains. Mais pour le cas de l'Afrique du Sud, c'est de l'exemplarité et l'éthique qu'il fallait démontrer. Donc la sanction au niveau de l'Afrique du Sud devrait être encore beaucoup plus rude, beaucoup plus sévère, pour montrer l'exemple et surtout pour sauver l'intégralité et la globalité de la population autre que la population blanche, dont la population noire, indienne, tous ces mélanges métissés qui sont et qui vivent dans ces pays, qui peuvent aspirer à être aux commandes, y compris maintenant la population blanche aussi, que ce mélange soit fait. Et malheureusement, Jacob Zuma, on parle de malversations financières. Mais ce n'est pas tout. Il a parlé tout à l'heure de l'éthique. L'éthique ne serait-ce qu'en termes d'une certaine moralité sociale qu'il n'avait pas forcément. Mais il y avait une indulgence. Cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Je pense qu'il n'ira pas plus loin en termes d'indulgence. Et derrière, pour terminer, il faut que vous sachiez, et Jean-Marie Bitomo l'a abordé tout à l'heure, cet argent qui est dilapidé n'est pas souvent très gardé ou déployé en termes d'investissement dans ces pays-là, dans les pays dans lesquels ça a été détourné. C'est mis à l'extérieur, dans les pays européens, souvent dans les pays occidentaux, avec souvent des prête-noms. Alors quand il leur arrive quelque chose, vous voyez ces prête-noms-là qui sont ici, qui ont des pouvoirs étendus sur la gestion de ces comptes, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils ont des problèmes comme celui-là, ces prête-noms-là dilapident et font disparaître les fonds, ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, qu'on le sanctionne ou qu'on ne le sanctionne pas, il n'y aura plus les fonds en question, ça n'existera plus. Et là, vous avez enrichi des nouvelles familles occidentales, vous avez construit des grosses fortunes occidentales qui sont parties des riens, sur la base des riens. Quand les grands-parents qui ont été des prête-noms, des porteurs de ces parts-là, quand elles décèdent, qu'est-ce qui devient? La famille se répartit. C'est le point, je vous suis là-dessus, M. Talley, c'est le point qui me tient le plus à cœur, à savoir que nous sommes en train de dilapider. Déjà, on nous dit en Afrique, nous n'avons pas des fonds pour pouvoir, nous avons des enjeux, des objectifs qui sont tellement énormes. Et quand je vois, c'est-à-dire ce processus de dilapidation là, du peu de fonds que nous pouvons avoir, je trouve ça vraiment criminel de mon point de vue. Hautement criminel. Voilà ce que dit l'ANC au sujet de cette affaire. Nous continuons d'affirmer le droit inaliénable de tous dans notre pays, y compris le camarade Jacob Zuma, d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Voilà ce que déclare donc l'ANC. Donc le parti insiste surtout sur la présomption d'innocence, mais sans autre soutien. En droit, personne ne dit le contraire. Voilà. En droit, personne ne dit le contraire. En tout cas, sans prouver, sans témoigner le moindre soutien à l'égard du président, de l'ex-président Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est aujourd'hui un homme seul, Bakary Traoré. Oui, qui sont encore les soutiens de Jacob Zuma? C'est à chercher maintenant, du moment qu'il a quitté le pouvoir. Effectivement, ça se cherche maintenant. Il a traîné derrière lui pendant ces 2 mandats des casseroles. Ah oui. Non, mais bon, cette déclaration de l'ANC, je pense que ce n'est qu'une déclaration de forme, parce que bon, sinon en droit classique, quand vous êtes devant les tribunaux, c'est tout à fait un droit régalien de respecter votre présomption
la présomption d'innocence. Mais cela dit, cela ne disqualifie pas les faits, cela ne gomme pas les faits qui sont d'ordre criminel. Et moi, mon inquiétude, je ne vais pas être plus précis que les juges, mais toute proportion gardée, et que si jamais demain les tribunaux viennent condamner Jacob Zuma, que ce soit des sanctions avec des sanctions pénales, mais aussi des sanctions civiles. Alors, des sanctions pénales nous faisons pas ici. Pour qu'il ne soit pas ce qu'on voit ici en Europe, par exemple. En France, où on a des dirigeants qui traînent derrière les casseroles. Je ne vais pas citer des noms. Nous ne sommes pas... C'est des dirigeants qui se tirent toujours d'affaires avec des sursis. Mais nous espérons que, pour le cas de Jacob Zuma, au regard des faits, la gravité des faits d'ordre criminel, comme vient de dire M. Jean-Marie, je pense que la sanction doit être exemplaire. On met beaucoup l'accent sur cette question. Vous pensez que comme son conseiller, il peut aussi écoper d'une dizaine d'années d'emprisonnement, puisque Chabir Shaik... Je voudrais dire une chose, Zara. Nous ne sommes pas en train de condamner, c'est-à-dire Zuma ici, là. Nous sommes en train de commenter les faits qui sont au vu et au su de tout le monde. Ce sont des faits publics. On sait très bien que dans le domaine juridique ou judiciaire, comme vous voulez, c'est-à-dire tout individu est présumé innocent tant qu'on n'a pas apporté la preuve. Mais dans le cas de l'ancien président Zuma, vous avez quand même un passif qui s'est... Alors, ces accusations, ces accusations concernant plus de 783 cas d'actes répréhensibles, présumés, bien entendu. Il y a une commission d'enquête. C'est présumé. Là, c'est les rapports d'enquête de police qu'on remet pour pouvoir formuler son accusation de manière directe et formelle. Donc, ça veut dire que c'est parti quand même sur la base des faits. Des faits réels. Bon, maintenant, la position de l'ANC, c'est simplement une position, j'allais dire, de posture simplement politique et de politique politicienne. C'est tout. Mais on sait très bien que l'ANC ne supporte pas, n'a jamais accepté le système qu'a mis en place et qu'a instauré Alors, Jacob Zuma a quand même encore quelques soutiens au sein de l'ANC. Oui, mais ceux-là ne se lèvent pas, on ne les voit pas. Zuma, c'est-à-dire, Zara, on a parlé avec vous la dernière fois. L'ANC est en train de se fissurer à l'intérieur. Vous avez un jeune dont j'ai oublié le nom, qui est parti, on en a parlé ici, là, sur le plateau, la semaine dernière, qui a créé son parti à côté. Julius Malema. Julius Malema a créé son parti. Pourtant, Malema parle de quoi? Parle de l'ANC. Ce sont des jeunes de l'ANC qui ferment la porte de l'ANC et ils sortent de l'ANC, ils vont construire, comment dire, leur propre parti en tant que tel. Donc, à partir de là, il ne faut pas parler de l'ANC comme étant, comment dirais-je, un parti en bloc uni. Même quand, comment dirais-je, c'est Zuma qui a d'ailleurs occasionné, parce que Malema crée son parti. C'est quand Zuma est au pouvoir. Donc à partir de là, vous avez des faisceaux d'indices qui font en sorte que nous ne sommes pas là pour condamner Zuma, mais pour essayer, comment dire, de commenter les faits. Tout à fait. C'est tout. Alors, donc, plus, oui, Bakary Traoré. Pour compléter, Jean-Marie, en plus, toujours en me couvrant avec cette présomption d'innocence, mais Jacob Zuma, ce qu'il a fait politiquement encore, ça justifie justement ce que vous êtes en train de dire, ses soutiens au niveau de l'ANC, c'est qu'en partant, en essayant, disons, d'échapper à la justice et de faire en sorte qu'il puisse rester pour achever son second mandat qu'il n'a pas pu achever, il est rentré dans un jeu politique qui consistait à diviser, justement, à mener la division au sein de l'ANC entre ses camps et le camp de Cyril Ramaphosa. De telle sorte que, finalement, eh bien, aujourd'hui, il y a cette fissure au sein du parti, mais quelle qu'en soit cette fissure, il est à souligner, et ça reste toujours un fait, que Jacob Zuma, eh bien, il a agi non seulement il a volé, mais aussi il a pillé les biens de l'État, mais aussi politiquement encore, il a renforcé cette division interne au sein de l'ANC. Il a fragilisé l'ANC. Parce que le révérend, le pasteur, je ne sais plus comment il s'appelle encore, l'ancien, la bande de Mandela, il a pris ses distances. Desmond Tutu a pris ses distances à un moment donné. Donc c'était pourtant les garants de la morale et l'éthique. De la morale et l'éthique en Afrique du parti. Donc, ça veut dire que si Desmond Tutu prend ses distances par rapport à Zuma et la bande à Zuma, tout le système qu'il a mis en place, ça veut dire beaucoup. Mais je pense que l'ANC, de l'époque où l'ANC tel qui a évolué, hein, qui s'est entre guillemets un peu modernisé, qui s'est mis un peu à l'ère du temps, va certainement se refaire avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir, une nouvelle pensée, mais tout ça va découler des sanctions que la justice éventuellement prendra. Il est évident que là, nous ne sommes pas des juges par rapport à Jacob Zuma, mais ça sort et aux yeux de tout le monde que on ne fait pas une mise en accusation formelle sur la base de rien.
c'est sur la base des conclusions d'une certaine enquête. Donc à partir de ce moment-là, à la justice d'apprécier la grandeur, la gravité des faits. Mais pour nous, qui analysons, ce sont des faits criminels pour la population sud-africaine de manière globale. Alors très rapidement peut-être, Bakary Traoré, sur quelle ligne de défense peut s'appuyer donc la défense de Jacob Zuma? Mais il avait commencé ça depuis quand il était au pouvoir. Il disait que la rénovation de sa maison pour construire une piscine avec un poulailler, c'était pour des questions d'ordre sécuritaire pour se défendre. Alors concernant Thalès... concernant Thalès, je pense que quand on vous prend la main dans le sac, je ne sais pas comment vous allez vous justifier. Voilà. Et sans oublier, on a dit près de 787 versements. Et sans oublier tous les maillages qu'il a eu avec cette famille Gupta, où il y a eu des passations des marchés. Énormément. Depuis 93. Hein. Voilà. Le problème, c'est que c'est un comportement. Et il y a un intrus auprès de cette famille-là, ses propres fils et filles. Tout à fait. Qui étaient des maillons. Et le problème, c'est que ce n'est pas un seul fait, mais c'est plusieurs faits, mais sur plusieurs années en même temps. Donc plusieurs affaires qui vont, dans les prochains mois, revenir Oui, je pense qu'on va en soulever beaucoup. On va ressortir énormément et à partir de ce moment-là, il faudrait que Zuma, s'il est aussi digne, qu'il a été digne en présentant sa démission, qu'il soit capable d'affronter tout ça et d'apporter une réponse qui soit une réponse, j'allais dire judicieuse, mais en tout cas intelligente. Mais ça m'étonnerait. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précisions. On continue de débattre de l'actualité africaine dans le grand angle. Et une nouveauté dans la collecte de l'impôt au Burkina Faso, il s'agit d'une plateforme numérique sur laquelle, depuis chez eux, les contribuables pourront déclarer leurs revenus. Mais déjà, cette réforme soulève de nombreuses questions. On regarde ce reportage de Cheikh Omar Bandaogo et on en reparle juste après. D'un coût d'environ 180 millions de francs CFA, la solution de paiement électronique des impôts dénommée e-Syntax lancée par la Direction générale des impôts du Burkina Faso va dans un premier temps concerner les grandes et moyennes entreprises. Une population de 5 000 contribuables qui contribuent à hauteur de plus de 90% des recouvrements de la Direction des impôts. Cette première phase débutera en mi-avril. Par la suite, la plateforme sera ouverte aux contribuables du régime simplifié d'imposition, les micro-entreprises et les particuliers. Elle doit permettre à la DGI d'améliorer ses relations avec les contribuables en leur offrant de nouveaux services mieux adaptés aux réalités et aux nouveaux usages. Il s'agit de faire de la DGI une administration moderne, performante dans la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Une administration orientée usagée, conforme aux standards internationaux et aux normes de la bonne gouvernance. Pour le directeur général des impôts, la modernisation permettra aussi de mobiliser plus de ressources. Elle va par ailleurs permettre de réduire le temps perdu par l'administration et les contribuables. Ces derniers n'auront plus à se déplacer dans les centres d'impôts. Il va falloir tout simplement que les différents acteurs puissent l'accepter. Parce que du côté déjà des agents des impôts, notamment les percepteurs ou les agents de façon globale, ils se disent tout simplement que c'est un moyen pour l'État, l'autorité, de les empêcher tout simplement de continuer en fait, dans les différents mouvements de grève. Le second élément aussi, c'est l'adhésion au niveau tout simplement des différents contribuables, parce qu'il y a un système qui s'est déjà installé et donc au fil des ans, notamment donc la corruption qu'on veut empêcher à travers cette plateforme. Pour l'instant, ce sont 15 impôts qui sont disponibles sur le portail e-Syntax. Pour rappel, pour l'exercice 2017, le Burkina Faso a collecté 673 milliards de francs CFA d'impôts sur une prévision de 720 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. En 2018, des recettes de 918 milliards de francs CFA sont attendues par l'État burkinabé. Alors quand même, le Burkina Faso, c'est seulement 10% de la population qui peut accéder à l'électricité, à Internet, et puis 16% de la population qui a accès à l'électricité. On peut quand même s'interroger sur le sens, mais aussi la pertinence de cette réforme, oui. Jean-Marie Talley. Oui, malheureusement, on peut s'interroger énormément. Il y a beaucoup d'interrogations. La première interrogation, c'est la base, le minimum basique. Ça veut dire en gros accès à la connexion Internet. Donc accès au développement des télécommunications. Ça déjà, c'est très peu.
Et donc, ça veut dire que la mesure en elle-même ne vaut pas grand-chose. Deuxième, la régularité, la maintenance et la pertinence de tout ça. Et donc, troisième point, extrêmement important. Quand vous regardez la couverture de la population de manière globale, en termes de télécommunications, très peu ont une notion de ce que cela signifie en termes d'infrastructure. Il n'y en a pas, on ne les a pas construits. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on va mettre un système efficace en place. Autre question, la société qui est venue mettre Isentax, qui le met en place, est-ce que c'est une société locale? Parce qu'on a l'habitude souvent de confier des grands marchés comme ça à des grandes sociétés étrangères qui viennent, qui ramassent sans aucune notion de pérennité et sans aucune notion même patriotique de l'environnement, qui ramassent et qui partent sans créer ce qu'on appelle le local content, donc la création d'emplois localement. Or, ces sociétés-là qui les mettent en place, il faudrait peut-être qu'on regarde très bien qu'on peut confier ce type de marché à des sociétés locales pour assurer la maintenance de manière permanente. Ce n'est pas le cas. Vous avez entendu l'analyste qui nous parle de 97% des taux de recouvrement. Il faut qu'on arrête de nous pomper, entre guillemets, comme on dit dans le langage un peu vulgaire, nous pomper l'air avec des taux de montage, des pourcentages statistiques qui ne valent pas la peine et qui ne veulent rien dire du tout. Alors, on a mis en place un système qui s'adresse en premier lieu aux PME, PMI. Quelle est la couverture des PME, PMI dans le pays? Quand vous regardez le poids de ce que ça représente, le contenu de ce que ça peut apporter au niveau du budget, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut les développer, il faut les aider à se développer avant d'asseoir sur elles la pression fiscale. Donc ça, ce sont des choses basiques qu'on n'a pas mis en place, mais on se permet simplement de copier les systèmes parce qu'on les a vus ailleurs. Il faut éviter cela. L'État a mis c'est très bien que l'État soit dans cette vision de modernisation, mais il faut commencer, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord asseoir la base, le basique, ça veut dire ne serait-ce qu'en termes de connexion Internet, en termes de communication, amélioration des systèmes de communication, amélioration de l'infrastructure minimale. Et à partir de ce moment-là, accompagner les sociétés qui doivent se développer, fabriquer de la croissance, créer de l'emploi pour pouvoir payer plus d'impôts. Et ensuite, améliorer le niveau de vie des populations en leur faisant gagner suffisamment d'argent pour aspirer à payer d'impôts et mettre le système maintenant de moyens de paiement, la méthode de paiement en ligne, donc pour qu'elles puissent bénéficier. Et puis, je suis d'accord avec vous sur cette démarche-là, M. Talley, mais n'empêche que la modernisation de l'État ne doit pas attendre la couverture optimale, comment dirais, du territoire en tant que tel. Il faut bien commencer quelque part. On est d'accord. Je comprends bien, c'est-à-dire vos soucis. Mais toujours est-il que nos États principalement, si vous voulez, vous savez très bien comme moi que la collecte des impôts, c'est-à-dire c'est là le bas blesse énormément. Tout simplement pourquoi? Parce que l'informatique a l'avantage suivant, c'est qu'il permet, c'est-à-dire de raccourcir les délais d'exécution des choses. Et ça permet aussi quelque part d'amoindrir le niveau, l'impact de la corruption qui est faite dans nos administrations que vous et moi nous connaissons très bien. Donc à partir de là, je me dis que quand je vois un État qui commence comme ça, c'est vrai que le tout n'est pas encore construit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, la couverture territoriale au niveau d'Internet et tout ce qui s'ensuit. Mais ici, là, vous avez une cible, c'est-à-dire on a soit une assiette fiscale. Cette assiette fiscale la vise pour l'instant les entreprises. Ce n'est pas fait pour les particuliers. C'est quand même l'un des objectifs aussi. C'est un des objectifs, mais à terme, c'est-à-dire la mise en place... déjà tout de suite la question des particuliers. La mise en place, Zara, c'est-à-dire ne doit pas être conditionnée par la couverture intégrale de toute la population. Pas toute la population, mais enfin, Jean-Marie, 10%. Seulement de la population, c'est quand même peu. Même si nous avons 10%, vous savez combien d'entreprises, comment dirais-je, qui évoluent? Non, mais il faut que ce soit dans la vision de l'État. Et vous avez vu dans les commentaires qui sont faits, et ça pêche beaucoup en Afrique. On ne vous donne pas de date. On ne vous donne pas le délai. Oui, je suis on vous dit simplement de manière globale. Ça veut dire que ça pourra rester ad vitam aeternam. Et ça pose des sérieux problèmes. Peut-être en plus aussi les infrastructures. Nous sommes d'accord sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Là, je vous suis là-dessus. Mais n'empêche que pour mettre en place un outil, si nous attendions, toutes nos économies en Afrique attendent qu'on ait des conditions optimales pour pouvoir mettre... Non, les conditions optimales, ça veut dire commencer par le basique. Le basique d'abord. Bakary Traoré, l'autre question qui se pose aussi, c'est le fait que la plupart des Burkinabés, sinon la majorité, travaillent dans l'informel. Comment
le gouvernement, comment l'État peut fiscaliser un secteur qui lui échappe totalement. Donc ça aussi, c'est un problème. Ah oui, tout à fait. Je pense que je trouve que la réalité est entre les deux Jean-Marie. Je me mets entre les deux Jean-Marie, effectivement, pour dire que effectivement, il faut aller certes vers la modernisation, mais aussi il faut regarder les contraintes d'ordre. Il faut que ça colle au tissu environnemental ou d'ordre matériel qui est là, qu'il faut voir, notamment la connexion, mais aussi le coût de la connexion par rapport à ces PME. Mais je pense que c'est une nécessité absolue. Moi, ce qui me frappe dans la modernisation, que ce soit le cas dans le domaine des finances, mais aussi dans le cadre même électoral aussi, c'est surtout le fait de jouer la transparence. Et nos États, je pense qu'on a cette mentalité de vous lier dans le système informel dont vous parlez, de faire en sorte que bon, tout soit, parce qu'avec le papier, le stylo, on a toujours les moyens de gratifier les choses. On ne veut même pas, c'est comme le policier vous arrête, on veut vous donner un PV, on dit non, le PV ça ne vaut pas la peine. Donc, pour contrecarrer toute cette chose de système de corruption, je pense que la modernisation avec le numérique peut apporter une solution par rapport à ça. Et je pense que c'est une bonne chose de commencer quelque part, en tout cas à un moment donné, pour faire en sorte que, eh bien, on puisse avoir une lisibilité claire, d'abord des sociétés et entreprises, et qu'ils sont prêts à on est en train de créer en même temps là-dessus un mouvement de civisme aussi, parce que quand les gens, c'est-à-dire, ce ne sera pas opérationnel du jour au lendemain. Donc, nous parlons toujours ici du manque d'information de la population africaine, des actions qui sont mises en place par l'État. Ça peut commencer, c'est un début de mon point de vue, je le vois. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que M. Talley a dit, mais la conclusion qui disent que bon, ça ne sert à rien de mon point de vue, je me dis, on n'a pas encore construit ce qu'il veut lui, je suis d'accord avec lui. Non, c'est pas ce que je veux, non. Il y a une vision de l'État, oui, une vision de la politique nationale de développement qui est intéressante. C'est très bien de le mettre en place. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle le basique. Il faut structurer. Il faut commencer par le commencement. Ce sont les fondamentaux. Or, quand on regarde, les fondamentaux ne sont pas encore là. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller payer sur Internet quand vous ne leur donnez pas déjà un niveau de vie décent. Donc ça, c'est déjà le minimum. Ça veut dire, en gros, sortir de l'informel. Et il faut déjà les aider à s'organiser pour sortir. Là, maintenant, c'est la formalisation de l'informel, le passage de l'informel au formel. Le schéma. Ça, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. On a bien compris le positionnement des uns et des autres. Mais on va faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.